La vérification de l'information. Comment gérer efficacement le flux d'informations et détecter les fausses vérités? Avec le flux d'informations accessibles sur Internet, le choix quasi infini de régimes alimentaires sans effort, de cures miracles à base de poudre de perlimpinpin organique et autres propagandes publicitaires ou conspirationnistes, nous baignons quotidiennement dans une mer de fake news et de désinformation. En tant que personne qui désire faire des choix sur sa santé, son impact environnemental, ses finances ou ses décisions politiques, on peut penser qu'il est préférable de baser ses choix sur des faits réels. Par exemple, si l'on doit voter pour ou contre la légalisation des drogues douces et que certains affirment que cela réduira la criminalité, alors que d'autres, au contraire, pensent qu'elle augmentera, il serait particulièrement utile de trouver des sources d'informations crédibles pour se former son opinion. Pour de nombreux sujets, particulièrement ceux qui sont politisés, les avis sont moins basés sur la connaissance du sujet que sur des idées préconçues ou sur son allégeance à un parti politique. Alors comment faire la part des choses quand on est face à une information nouvelle? On peut se rappeler de 3 citations, en commençant par celle de Richard Feynman, qui dit que le premier principe est de ne pas se duper soi-même et on est la personne la plus facile à duper. Si on désire moins se tromper, il est utile d'attacher moins d'importance à ses positions pour potentiellement pouvoir les changer. Mais, comme le précise Christopher Hitchens, ce qui peut être affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. C'est-à-dire qu'avoir l'esprit ouvert à d'autres informations n'implique pas que l'on doit faire le deuil de notre esprit critique et laisser entrer n'importe quelle information farfelue. Comme guide sur les preuves nécessaires pour accepter une information nouvelle, on peut utiliser la fameuse citation de Carl Sagan qui dit qu'une information extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Pour comprendre les niveaux de preuves, on peut faire le parallèle avec le fait de prouver la culpabilité d'un accusé dans un tribunal. Parmi les preuves potentielles, on trouve des récits de témoins qui racontent ce qu'ils ont observé. Les observations initiales ainsi que les mémoires peuvent être sujets à des biais de perception qu'il faut prendre en compte. Malheureusement, dans le cas des jugements, ces biais ont parfois des conséquences irréparables, comme le montrent les dizaines d'innocents qui ont été condamnés à mort aux USA à cause de témoignages qui se sont avérés faux. S'il y a des observations concordantes de témoins indépendants, le niveau de preuve augmente en général, mais il se peut qu'il y ait des biais systématiques. Ce type de biais systématique peut apparaître de manière intentionnelle, comme lorsque chaque camp sélectionne les témoins pour représenter au mieux sa version des faits. On retrouve ce genre de biais par exemple sur des sites commerciaux qui utilisent les témoignages de clients satisfaits pour informer les visiteurs du bienfait de leurs produits, ou dans les documentaires qui essaient de militer en faveur d'une position pas nécessairement corroborée par les faits. Dans le cadre d'un procès, pour essayer de surmonter ces biais, la partie plaignante peut, elle aussi, choisir ses témoins. Quant aux sites commerciaux, il existe des sites d'agrégation de contenu offrant la possibilité aux utilisateurs satisfaits et insatisfaits de laisser leur témoignage. En se construisant une réputation solide, certains médias et sites de fact-checking peuvent être des sources de confiance. Ce type de biais systématique peut également être non intentionnel, comme avec le biais de confirmation qui a tendance à nous rendre plus attentifs aux informations qui vont dans le sens de nos préconceptions. Pour aller au-delà de la série d'anecdotes, il faut mettre en place une approche systématique d'investigation. C'est l'approche scientifique. Il s'agit de faire des hypothèses et de chercher à trouver les éléments qui pourraient les confirmer et les exposer aux critiques des pairs qui cherchent des éléments qui pourraient les mettre en doute. Il faut aussi rappeler que le fardeau de la preuve demande de prouver l'existence de ce qu'on avance. Pour reprendre l'exemple de Bertrand Russell, c'est la personne qui affirme qu'il existe une théière qui orbite autour de Mars de prouver que tel est le cas, et non à la personne qui rejette cette hypothèse de prouver que tel n'est pas le cas. Il faut noter que de mettre en place des moyens de tester une hypothèse n'est pas chose facile. Typiquement, il est possible d'observer des éléments qui semblent soutenir une hypothèse alors qu'en réalité elle est fausse. On parle de coïncidence. Dans le jargon scientifique, on note que la corrélation n'est pas synonyme de causalité. En effet, en cherchant assez longtemps, il est possible de trouver des corrélations entre des événements les plus farfelus, comme l'illustre site Spurious Correlation le montre. Pour surmonter ce problème, il est parfois possible de mettre sur pied des expériences contrôlées, dans lesquelles on crée un groupe de test et un groupe de contrôle. La seule différence entre les groupes est le fait que le groupe de test est soumis à l'intervention qu'on désire vérifier et l'autre non. Si l'expérience est faite minutieusement, la différence entre les deux groupes après l'intervention sera uniquement due à l'intervention.
Ces expériences contrôlées sont essentielles pour l'avancée de la science. Dans un procès, quand une série de faisceaux de preuves accumulés de manière systématique venant de sources indépendantes pointent de manière cohérente dans la même direction, un jury peut prendre une décision informée sur la culpabilité ou l'innocence de la personne accusée. En termes scientifiques, on parle de méta-analyse ou de revue systématique de la littérature qui regarde tout ce qui a été publié sur un sujet pour voir s'il existe un consensus. Que ce soit dans des contextes aussi variés qu'en histoire, en médecine, en ingénierie ou en économie, cette convergence de faisceaux de preuves peut permettre d'accepter ou de rejeter une information avec un certain degré de certitude. En résumé, évaluer la véracité d'une information en ligne est un défi important. Pour avoir moins souvent tort, la question est de savoir si nous sommes prêts à laisser des preuves convaincantes changer nos positions. Si oui, suivant si la nouvelle position est plus ou moins extraordinaire, on pourra adapter nos exigences quant au niveau de preuves nécessaires pour nous convaincre, allant d'un simple témoignage à un important faisceau de preuves concordantes recueillies de manière indépendante et systématique. Et comme la recherche et l'évaluation d'informations prend du temps et de l'expertise, il est essentiel de pouvoir identifier des sources de confiance.